Good morning, everyone, and welcome. We are Bonjour à toutes et à waiting tous. for people. Nous attendons l'arrivée des personnes. En attendant, veuillez vous présenter dans la colonne chat et nous dire d'où vous venez. Attendons quelques minutes de plus. D'accord, nous allons commencer en attendant l'arrivée des autres participants. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Sarah Allen et je suis chef d'équipe de partenariat avec le groupe Knowledge Success à Johns Hopkins. Ce projet est très enthousiaste d'être participant dans cette série de connecter des conversations. Pour les 2 premières sessions, si vous les avez loupées, vous pouvez les regarder sur notre site web. Ces sessions sont aussi publiées sur le site web de YouTube de FP 2020. Nous allons commencer avec quelques détails d'intendance en attendant l'arrivée des autres personnes. Vous pouvez continuer à écrire dans la colonne chat votre nom, d'où vous venez et quelle est votre organisation. Et vous pouvez aussi répondre aux questions que vous voyez sur votre écran. Ce webinaire va durer environ 1 heure. Il y aura des petites présentations et nous allons commencer avec une session questions-réponses. Cette session sera interprétée vers le français et nous allons enregistrer la session en anglais et en français. L'enregistrement sera disponible dès que possible. Si vous aimeriez écouter en français, vous allez cliquer en bas de votre écran où vous voyez le bouton pour l'interprétation et vous pouvez choisir le canal français. Les participants seront en sourdine pendant la session, mais si vous avez des questions pour nos intervenants, vous pouvez les écrire dans la colonne chat. Nous allons suivre la colonne chat et nous allons prendre des questions pour la séance questions-réponses. Mes collègues d'FP 2020 et Knowledge Success vont suivre la colonne chat pour noter les questions. Je suis ravie de vous présenter notre animatrice aujourd'hui, Kate Lane. Elle est directrice pour les adolescents et les jeunes d'FP 2020. Elle va vous parler de cette série Connecter des conversations et elle va présenter nos intervenants. Vous avez la parole. Merci beaucoup Sarah. Nous avons des intervenants très intéressants ce matin. Je serai brève. FP 2020 travaille en partenariat avec Knowledge Success pour vous présenter cette série de conversations. Nous appelons ça Connecter des conversations. Ce n'est pas simplement des webinaires, mais nous pensons que ce serait plus intéressant d'examiner profondément ces grandes questions. Il y aura une conversation tous les 15 jours sur les adolescents et la santé. Aujourd'hui, nous discuterons les normes sociales et le rôle important des normes sociales dans les résultats des programmes pour la santé reproductive. Nous avons des intervenants venant des 4 coins du monde aujourd'hui. Nous avons Rebecca Lundgren qui est au Centre d'équité entre les genres et entre les sexes et la santé à l'Université de Californie à San Diego et aussi au projet Passage avec l'Université de Georgetown en RDC. Elle a 30 ans d'expérience de conception, la mise en œuvre, la gestion et l'évaluation des problèmes de santé sexuelle et reproductive. Elle va parler de quelles sont les normes sociales et comment ces normes influencent les comportements. Nous avons aussi Rayinatou Husseini, qui est directrice par intérim et conseillère en matière d'égalité entre les sexes avec le projet REACH au Nigeria. Elle est experte de l'égalité entre les sexes et d'inclusion. Elle est passionnée par les droits des femmes et des filles et elle croit en la justice sociale et de genre. Elle va nous aider à comprendre le rôle des normes sociales au Nigeria. Nous avons aussi Irea Shaula qui est
administratrice responsable de programme à la Fondation YP en Inde. Elle est experte de la région en Asie du Sud. Nous avons un groupe formidable d'experts pour nous expliquer pourquoi il faut faire très attention aux normes sociales qui touchent nos populations. Nous avons un sondage et vous pouvez répondre aux questions et nous allons utiliser les réponses plus tard pendant le webinaire. Nous allons commencer avec une explication des normes sociales avec Rebecca. Vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de voir des collègues d'un peu partout dans le monde. Je vais essayer de former une fondation pour notre discussion aujourd'hui. J'espère qu'il y aura une très bonne conversation. Les normes sociales sont les croyances et les attitudes. Elles jouent un rôle essentiel dans les sociétés. Souvent, nous avons la définition que c'est un comportement typique et approprié. Voilà quelques exemples de normes sociales. Vous voyez qu'il y a une interaction entre les attitudes et les normes et comment tout cela est euh, appliqué avec les sanctions. Il y a la norme qu'un jeune homme devrait être dominant. Voilà le premier exemple. Deuxième exemple, il y a quelqu'un qui veut sortir avec ses amis, mais qui aura une sanction. Les attitudes et les normes influencent le comportement, mais les normes sociales sont différentes des attitudes. Par exemple, une femme qui veut attendre pour avoir son premier enfant, mais elle n'utilise pas la contraception parce que ses beaux-parents veulent qu'elle ait un enfant. Souvent, les attitudes créent des conflits avec des normes sociales. Alors, quelques raisons pour lesquelles les personnes suivent les normes sociales, même s'ils ne sont pas d'accord. Alors, les normes sont souvent cachées ou peut-être il y a une application par un groupe de référence où ils n'ont pas assez de pouvoir pour résister aux normes sociales. Si nous avons un exemple d'une norme sociale, un jeune père qui dit qu'il ne parle pas de la planification familiale avec sa femme parce que cela ne fait pas partie de la norme sociale. Il est important de penser à l'apprentissage des normes sociales. Quand nous parlons de la santé reproductive, on apprend ces normes sociales à un très jeune âge. Et plus tard dans la vie, ces normes sociales sont renforcées. Alors cela peut être encore plus difficile pour changer les normes sociales plus tard dans la vie. Alors les filles comprennent quelles sont les normes sociales pour elles et la mère renforce l'idée de ces normes. Ici, nous avons une petite discussion des normes sociales. Nous savons qu'il y en a beaucoup, beaucoup, mais il faut comprendre qu'il y a juste quelques normes sociales qui ont une influence forte sur les résultats. Nous avons les normes par rapport à ce que cela veut dire être une femme, qui influence l'accès aux ressources et services, qui peut plus tard influencer la capacité des femmes pour prendre des décisions par rapport à leur santé.
Il peut y avoir aussi des résultats par rapport à l'éducation, la santé et même la nutrition. Alors avant de terminer, peut-être vous vous posez la question, comment changer les normes sociales? Souvent, nous utilisons 4 catégories. Nous avons la loi, la politique, les médias en masse, les rétroactions personnalisées. Peut-être vous recevez une facture d'électricité qui montre l'utilisation de votre maison par rapport aux autres maisons. Et vous allez peut-être changer votre utilisation d'électricité après l'avoir vue. Ici, nous avons les les influences qui sont, communes, pour les normes sociales. Cela peut créer des espaces, sûrs, et pour changer, ces normes, il faut avoir ces espaces sûrs, il faut essayer de changer les individus. Vous pouvez essayer de bien évaluer les normes sociales. Il faut être sûr que vous vous attaquez aux normes qu'il faut changer, et il faut aussi, changer les normes au niveau différent. Les normes sont souvent, très fortes dans notre société. Alors c'est très difficile de les changer. Voilà, j'espère que j'ai établi une bonne fondation pour, lancer le dialogue. Merci personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Beaucoup de programmes, dans lesquels j'ai été impliquée étaient, pour assurer, l'accès aux services pour les populations. Nous avons essayé d'explorer l'influence des normes sociales sur la capacité des personnes d'avoir accès aux services. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de raisons, où nous avons beaucoup d'informations par rapport aux méthodes contraceptives ou les pratiques sûres, mais c'est difficile parfois de vraiment, effectuer des actions. J'aimerais vous parler du travail que vous avez fait ou les changements que vous avez, effectués par rapport aux normes sociales pour aider les adolescents et les jeunes à vivre, sainement. Commençons avec une grande question pour les 3. À votre avis, quelles sont les normes sociales qui peuvent, soutenir les jeunes pour déterminer leur avenir? Quelles sont les aides, de la part de la société pour aider les jeunes à s'engager dans des comportements sains pour établir un meilleur avenir? Que cherchons-nous, à réaliser? Nous allons commencer avec Rainatou et après Réa. Bonjour à vous tous, c'est un plaisir d'être ici. Avant de commencer à répondre à la question, je vais parler plutôt du projet. Je travaille avec le projet REACH. Alors quelque chose qui nous a intéressés par rapport aux normes sociales et l'influence des normes sociales sur le comportement était le suivant. Le concept du changement par rapport à la famille et après la communauté et après plus tard, l'influence sur le comportement des individus. Nous avons essayé d'explorer, le changement des comportements, y compris l'utilisation, de la contraception, ou même, les relations sexuelles avant le mariage, la prise de décision. Nous avons essayé, de trouver, d'identifier les interactions entre ces éléments et quels sont, les intérêts pour être sûr de l'influence des comportements sur les décisions. Nous avons vu que tout est relié. Un mariage précoce
crée une manque de prise conjointe de décision et aussi moins d'utilisation des méthodes contraceptives. Nous avons parlé des références, nous avons essayé de trouver les influences qui, euh, qui touchent la vie des jeunes. Voilà un de nos objectifs. Nous avons essayé de concevoir nos programmes pour encourager l'implication des jeunes. Voilà, nous essayons d'avoir des espaces sûrs pour avoir des conversations par rapport à ces questions. Nous avons parlé des choix des jeunes. C'est un programme pour la communication, pour le changement des comportements. C'est une activité que nous avons utilisée pour parler avec ces jeunes et pour parler des comportements. Je pense, pour moi, la conversation, l'implication des jeunes et parler avec les personnes qui influencent les comportements des adolescents. L'implication de toutes ces personnes sont essentielles pour réussir. Merci. Oui, les communications sont extrêmement importantes. Un dialogue ouvert, direct avec les jeunes, en leur offrant des espaces, des plateformes pour évoquer ce qu'ils voient dans leur communauté, voir ce qu'ils observent lorsqu'ils grandissent dans leur communauté. Nous n'encourageons pas toujours les jeunes à parler, à s'interroger, à se demander comment fonctionnent les choses et à les remettre en cause. Et si on ne les encourage pas à le faire, eh bien, on ne va pas progresser aussi rapidement. Je vois que vous opinez du chef Rayatou et je crois que c'est important de bien comprendre euh, qu'il faut aussi renforcer les normes qui sont positives. Avant de rejoindre les rangs de FP 2020, j'ai contribué à l'élaboration du programme Youth Power, qui était important pour aider les jeunes à renforcer, développer leurs actifs, leurs atouts. Peut-être, Ria, pourriez-vous nous dire ce que vous avez fait en Inde? Oui, bonjour Kate, merci de m'avoir invité à cette discussion avec des expériences du monde entier. Merci de m'offrir cette opportunité. Quelques mots, si vous le voulez bien, concernant mon organisation. Je travaille avec la fondation YP, basée à Delhi, en Inde. Nous travaillons avant tout sur le euh, renforcement des aptitudes de leadership des jeunes. Justice, égalité, équité en termes de santé et éducation. Mon travail personnel au niveau de l'organisation consiste à travailler sur les modules d'éducation. Je consacre donc beaucoup de temps à l'élaboration des cursus que nous utilisons dans ces espaces sûrs que nous mettons en place et à la disposition des jeunes. Nous travaillons avec les jeunes euh, de- des deux sexes, de différents âges, de différents horizons les exposer et ce qu'a dit notre collègue correspond tout à fait à mon expérience. Il existe des normes à tous les niveaux, c'est vrai. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est le lien entre ces normes qui sont fondées elles-mêmes sur des identités sociales. Donc tout dépend de toute une gamme d'identités sociales que l'on peut avoir qui influencent ensuite notre comportement. Euh, des choses que vous faites vous-même, des normes que vous observez ou celles que l'on vous impose de l'extérieur. Il est très difficile de parvenir à l'équilibre idoine au bon moment. C'est donc une situation assez délicate. Déterminer ce qui correspond à quelle identité, à quelle norme, imposer de l'intérieur, de l'extérieur. Donc le mieux que l'on puisse faire dans ce genre de situation, c'est en fait de créer ces espaces sûrs pour les jeunes, pour qu'ils puissent parler de leur expérience personnelle, comment ils sont perçus, comment ils se comportent, afin
que le cas échéant, il commence à le remettre en cause. Se dire, est-ce qu'il y a vraiment une raison pour laquelle je me comporte de telle ou telle manière, ou bien est-ce que c'est simplement parce que je répète, je reproduis le comportement que j'ai vu autour de moi. Ce genre de souplesse, donner aux gens et aux jeunes les instruments, les outils pour leur permettre d'identifier la raison pour laquelle ils se comportent d'une certaine manière, si c'est lié à une norme sociale ou autre, c'est cela qui va nous faire progresser pour essayer de rectifier les problèmes éventuels qui existent et d'aider les jeunes à s'épanouir. Merci Ria, très très utile. Nous avons déjà des questions qui nous sont posées dans notre fenêtre de conversation. Je vais diriger la première vers Rebecca, puisque je sais que vous avez fait un travail remarquable en Ouganda, en particulier dans les écoles. Pourriez-vous parler du rôle de l'éducation, en particulier au niveau de l'éducation dans les aptitudes de réflexion critique et des normes sociales, afin d'améliorer les résultats pour les jeunes? Je sais que ce sont des projets qui ont des résultats remarquables et ceci aide les jeunes à réfléchir d'une manière critique, à aborder d'une manière critique le monde autour d'eux, voir comment les normes peuvent être modifiées. Est-ce que les comportements sont des comportements qu'on leur a imposés, qu'ils ont l'habitude de pratiquer ou autre? Rebecca? Merci. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé en Ouganda sur ces activités et je crois qu'on pourrait en parler plus avant. C'est exactement ce que vous avez dit. Cette approche offre pas simplement aux jeunes, à tout le monde, l'opportunité d'apprendre la réflexion, le sens critique. Il faut apprendre à regarder le monde autour de soi pour que les jeunes puissent voir comment ils sont impactés, déterminer si ces normes sont les bonnes pour eux. Et s'ils s'aperçoivent que cela ne correspond pas à ce qu'ils sont, ils peuvent à ce moment-là commencer à réfléchir aux normes qui correspondent mieux pour eux, à leur être et à leur bien-être, pour leur permettre de se faire entendre directement. L'éducation est un facteur extrêmement important. Tant de jeunes ont l'opportunité d'aller à l'école, ce qui leur permet d'apprendre différentes normes et cela les aide à forger, créer, modeler un environnement qui correspond à ce qu'ils souhaitent. Un travail fascinant est en cours au niveau des écoles en particulier, en travaillant normalement avec les enseignants et les élèves pour essayer de changer les normes, ce qui permettra aux jeunes d'être dans un monde qu'ils comprennent mieux et dans lequel ils se sentent mieux. Rainatu ou Ria, est-ce que vous avez une observation sur le monde de l'éducation, les aptitudes de réflexion critique pour aider les jeunes à développer ces normes sociales et leurs propres normes sociales? Sur la base de ce que vient de dire Rebecca, c'est vrai que l'éducation joue un rôle critique. Notre projet, le projet REACH, ne se concentre pas seulement sur les jeunes à l'école, les étudiants à l'école, mais aussi à l'extérieur des établissements scolaires. Lorsqu'on leur offre des espaces sûrs, ils peuvent se faire entendre et puis leur expliquer comment ils peuvent être autonomisés par ceux qui sont déjà à l'école. Et eux, ceux qui auront renoncé à l'école, ceux qui auront abandonné l'école, seront tentés d'y revenir pour voir ce qu'ils peuvent apprendre. Autre élément, quelquefois, comme l'a dit Rebecca, l'éducation vient renforcer certaines des normes que nous souhaitons maintenir et quelquefois celles que l'on essaie d'éliminer. Donc c'est une question d'équilibre qui est très délicate. C'est un peu un exercice de corde raide. Avoir ces conversations sur euh, la manière d'autonomiser les enfants pour leur permettre de déterminer quelles sont les normes qui leur conviennent et celles qui ne leur conviennent pas est important. Bria, je crois que la réflexion critique est sans doute l'une des aptitudes les plus importantes pour les jeunes. Nous travaillons dans ce secteur sur bon nombre d'éléments et quelquefois
les projets n'ont pas des résultats très spécifiques. Donc, on retourne, par exemple, les grossesses des adolescentes. Nous revenons sur le sujet et comment? Eh bien, en renforçant les aptitudes de réflexion critique des jeunes, ce qui permet de couvrir toute une série de dimensions dans leur existence, ce qui œuvre en faveur d'un grand nombre de résultats positifs. Nous parlons aussi des différentes perspectives et c'est donc, je le répète, une aptitude particulièrement importante. Je suis tout à fait d'accord. Nous perdons cette capacité de le faire dans nos pays. Cette réflexion critique, c'est quelque chose qui doit être enseigné à l'école, c'est incontestable. Une question de suivi sur le monde de l'éducation et l'enseignement des aptitudes de réflexion critique. L'on parle beaucoup de la diversité des adolescents. Ces jeunes sont un groupe extrêmement divers. Il y en a qui sont scolarisés, d'autres qui vivent dans les rues, certains qui sont mariés, d'autres pas. Com- Comment adaptez-vous vos approches de modification des normes aux différents groupes de jeunes, qu'ils vivent dans des contextes urbains, ruraux, etc. Nous allons commencer par vous, oui, si cela ne vous ennuie pas. Bien sûr, la manière dont nous opérons généralement avec les jeunes, c'est que nous opérons d'abord dans tout un tas de contextes géographiques pour commencer. Et au début, nous essayons de nous donner la souplesse nécessaire pour adapter les discussions dans les petits groupes que nous organisons au contexte précis de l'endroit où se trouvent ces jeunes. Nous apprenons aussi de nos programmes. Nous tirons les enseignements des résultats précédents en fonction des résultats enregistrés précédemment et puis nous revenons sur le contenu, ce qui fait que c'est un processus très itératif avec un échange constant et une amélioration constante. Dans un village, par exemple, d'une région isolée, les jeunes se fondent sur un exemple de quelque chose qui ne correspond pas du tout à leur contexte. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'ils ne pourront pas vraiment se connecter. Donc, nous créons un processus itératif pour veiller à ce que tous les exemples que nous utilisons dans nos programmes sont fondés sur le contexte de ces jeunes. Cela devient, et il est très important de travailler avec d'autres organisations sur le terrain. Des projets comme le nôtre ont parfois un cadre temporel limité. Cela constitue un grand défi pour essayer de, de les faire évoluer. Bien souvent, ces projets, je l'ai dit, ont un délai, des échéances finies, mais il faut se fonder sur les résultats à la base dans les communautés et l'on essaie de veiller à ce qu'il y ait quelqu'un qui reprenne le flambeau après pour que l'on ne s'arrête pas juste à la fin du projet ou de la date qui était prévue. Les normes sociales, il y en a des très vastes, l'égalité entre les genres, l'égalité ou les inégalités économiques, et puis quelquefois il y a des normes plus sociales où l'on ressent des pressions, par exemple les mariages précoces dans les petits villages, alors que dans les villes, les jeunes femmes ont accès davantage à l'emploi, à l'éducation et se marieront plus tard. Donc il est très important de contextualiser les choses et de les adapter au contexte de chacun. Raïnatou, vous voulez ajouter quelque chose sur votre expérience au Nigeria? Tout à fait. La contextualisation est très importante. Aussi, de travailler avec les organisations de la société civile, les organisations communautaires pour voir ce qui est déjà fait et ce qui a besoin d'être fait. Il est particulièrement important et intéressant de travailler avec ceux qui communiquent déjà avec les groupes. Donc, travailler avec des facilitateurs qui facilitent, eux, la communication avec ces jeunes, afin que ces jeunes puissent vraiment se connecter et dire, voilà, moi je parle à telle personne, c'est la personne qui me parle, qui m'apprend quelque chose. C'est quelque chose qui est très important et très intéressant. Par ailleurs, pour les groupes plus jeunes, que faire? Le projet sur lequel je travaille à l'heure actuelle est particulièrement intéressant parce que nous corrigeons, nous rectifions ce que pensent des jeunes de 14 ans environ, 13-14 ans. Lorsqu'on parle avec eux, c'est fascinant. On voit qu'ils ont une réflexion très diversifiée, on voit qu'ils ont des idées très variées.
Donc, la jeunesse, selon moi, a des approches très critiques qui sont très importantes et qui doivent être intégrées dès le début de la conversation pour leur donner un espace qui leur permet de s'exprimer librement et de voir ce qui est disponible. Merci Raina. Je voulais renforcer ce que vous avez dit concernant l'écoute des jeunes. Oui, très important de travailler avec les organisations de la société civile qui ont souvent des organismes à la base, aux bases communautaires et qui comprennent bien les dynamiques des communautés, mais il est tout aussi important d'écouter les jeunes qui, eux, peuvent dire des choses que les organisations en base communautaire ou les organisations de la société civile ne sont pas informées parce que c'est quelque chose qui est très dicté par les contextes où les adultes balayent ces réflexions ou ces approches parce qu'elles ne semblent pas importantes pour eux. J'aimerais ajouter une question de suivi à la question de suivi. Pardon, Rebecca. Non, non, ce n'est pas grave. Désolée. Je voulais répondre aux commentaires de Ria et Rainatou. Beaucoup de notre travail avec ce projet était, et dans d'autres pays, c'était d'emmener ce que nous avons appris en RDC. Il faut changer votre évaluation des normes dans des contextes différents. Il faut identifier les normes, il faut reconnaître qui sont les personnes qui appliquent ces normes et après changer le programme pour répondre à ces questions. Il faut aussi regarder la situation. Dans une situation urbaine, il y a des parents, des tuteurs, des groupes d'amis, tout change dans une situation urbaine. C'est différent des villages ruraux. Il faut identifier quelles sont les normes et quelles sont les personnes qui appliquent ces normes. Les normes sociales sont différentes dans des situations rurales et urbaines. Il y a aussi des questions sociales, il y a des niveaux sociaux, par exemple. Alors, je voulais vous donner une perspective élargie de la question. Oui, c'est très bien. Oui, bien sûr, le contexte est très important. Désolée de vous avoir sauté. Oui, parce qu'il est très important toujours d'avoir un bon diagnostic avant de lancer un programme. Il y aura une session où nous allons parler de comment identifier les normes sociales et comment s'attaquer à ces normes. Encore une question pour vous trois. Quels sont les rôles des leaders religieux? Parce que nous savons que ces personnes sont toujours très importantes pour l'influence sur les normes sociales. Quels sont quelques exemples dans vos travail ou quels sont les projets que vous avez vus qui ont essayé de parler et de répondre aux normes sociales? Je pense que c'est une très bonne question parce que les normes sociales ont beaucoup d'influence sur la santé et souvent ces normes sociales trouvent les racines dans la religion. Il y a souvent beaucoup d'hommes dans les rôles de leaders religieux aussi. Je ne sais, c'est souvent la religion qui dit que ce sont les hommes qui sont les chefs. Il est très important de répondre aux questions de masculinité. Il faut aussi travailler avec les leaders religieux et les groupes religieux. Nous avons vu l'influence de ces questions dans des programmes au Nigeria et dans d'autres pays. Il faut avoir des espaces où les leaders religieux peuvent avoir des conversations par rapport à leur foi et le rôle des hommes. Et après, ils peuvent partager les messages dans leur communauté et dans les structures religieuses, les églises par exemple. Ça peut être différent dans d'autres communautés. Mais nous avons vu
qu'il y a un flux différent dans des zones rurales et des zones urbaines, parce qu'il y a des différences entre l'importance de la religion, par exemple. Souvent, dans des zones rurales, nous avons des communautés qui sont plutôt intégrales et il y a plus de changements dans des zones urbaines. Il est important d'essayer de regarder quelles sont les normes sociales dans une région et il faut travailler avec ce qui existe déjà avant de simplement essayer d'imposer quelque chose. Il faut travailler avec les communautés religieuses, par exemple. Ria, quelles sont vos expériences en travaillant avec les communautés religieuses en Inde? Je n'ai pas travaillé beaucoup avec les leaders religieux, mais Rebecca donnait un exemple d'un projet où on parlait des rôles masculins. Cela représente un grand défi pour nous aussi. Il est très important, il est très intéressant, les normes sociales et de changer les normes sociales, c'est un moyen de lancer la conversation. En parlant des jeunes filles, par exemple, c'est bien, on peut commencer une conversation en parlant des expériences des jeunes filles. Mais pour les jeunes hommes ou les jeunes garçons, ça peut être plus difficile. Par exemple, parler du consentement, ça peut être difficile de lancer la conversation. Ils sont mal à l'aise avec cela. Nous avons vu cette difficulté et après, nous avons essayé d'identifier quelles sont les identités sociales et comment lancer la conversation avec l'idée de ces identités sociales. Par exemple, avoir une conversation par rapport au consentement avec les jeunes hommes. On a commencé en séparant les garçons des filles parce que si on avait tout le monde ensemble, il n'y aura plus de conversation. Nous avons parlé aussi des problèmes entre des groupes différents. La violence entre les castes, par exemple, ou même les questions de masculinité. Et après, nous avons essayé de commencer des conversations avec les hommes seulement et nous avons essayé de changer ou faire évoluer ce processus. C'était une expérience très intéressante pour nous. Reinatou, je sais, j'ai travaillé un peu au Nigeria par le passé et je sais que la religion joue un rôle très important dans la vie des Nigérians. Peut-être vous pouvez parler du rôle des leaders religieux, de la communauté musulmane ou la communauté chrétienne. Quelles sont les occasions d'impliquer les leaders religieux dans le changement des normes sociales? Merci, merci Rebecca et Reya pour le partage de vos expériences. Comme vous avez dit, le Nigeria est une communauté très religieuse. Et je travaille dans une région où il y a plus, où la religion est plus importante. Nous travaillons avec les leaders chrétiens et musulmans. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de les rassembler. Il y avait une formation par rapport à la masculinité positive. Nous avons appris des leçons par rapport à nos expériences. Voilà ce que nous avons appris de nos recherches. Nous avons parlé des grandes questions. Nous avons essayé de continuer la conversation entre les adolescents et les adultes d'une communauté.
Nous vous avons autonomisé de comprendre ces questions. Nous vous avons montré l'exploration des normes sociales. Voilà ce que vous avez appris. Alors nous allons retourner dans nos communautés, nous allons essayer d'avoir ces conversations et de d'avoir cette évolution. Alors maintenant, ces leaders travaillent dans les communautés comme des agents de changement. Nous avons suggéré quelques sujets à discuter et ces leaders ont présenté dans des sermons, des, devant les communautés religieuses, ces leçons. C'est très important d'avoir l'implication des leaders religieux parce que ce sont ces leaders qui peuvent entrer dans la famille, qui peuvent aller au foyer pour avoir ce genre de conversation avec les individus et même dans les familles des communautés où nous travaillons. Alors c'était très important pour nous de travailler avec ces personnes, mais c'était important d'ouvrir la conversation et de leur donner les outils. Et après, c'était à eux de partager ces leçons avec la communauté. Merci. Merci Renatou. Vous avez dit quelque chose que je pense toujours. Il faut fournir une plateforme ou un espace sûr pour parler des normes sociales. C'est quelque chose d'essentiel. Nous n'avons pas beaucoup d'occasions pour les individus ou les communautés de penser au pourquoi. Alors c'est bien de parler de quelque chose qui est un sujet assez rare de conversation et cela peut déclencher les actions. J'aimerais prendre une petite pause de conversation parce que nous avons présenté des questions de sondage. Voilà les résultats. Alors la question était la suivante. Les normes sociales sont basées sur les identités qui peuvent jouer un rôle dans l'accès aux informations et soins de la santé reproductive. L'âge, la sexualité, le genre, l'handicap, etc. Les normes sociales ont une influence sur l'accès aux informations sur la santé reproductive. Parce que tous ces éléments ont une influence sur leur capacité d'avoir accès à ces informations. La prochaine question, les normes sociales sont apprises et appliquées par, en fait, tout le monde, les enseignants, les parents, les groupes de référence. Chaque membre d'une communauté influence les normes sociales et les comportements typiques et appropriés. Troisième question, la meilleure façon de changer les normes sociales. Bien sûr, ce sont tous de bonnes réponses, mais d'avoir simplement les lois et la politique, cela ne suffit pas. Avoir des discussions dans la communauté, c'est très important pour ouvrir ces conversations, mais les conversations elles-mêmes ne suffisent pas. Après, d'aider, de renforcer la capacité des jeunes. Ce sont leurs compétences sociales, la prise de décision, la réflexion critique. Ce sont les capacités et les compétences importantes pour changer les normes sociales. Alors maintenant, je vais fermer le sondage. Si nos intervenants ont quelque chose à ajouter, quelques informations, vous avez la parole. J'aimerais simplement dire quelque chose par rapport à la dernière question. L'importance de renforcer la capacité. Bien sûr, il y a un investissement pour le renforcement des capacités des jeunes. Et je pense qu'il est important que les jeunes peuvent prendre des bonnes décisions. C'est quelque chose d'essentiel. Il faut mettre en question les normes sociales, par exemple.
Mais en parlant du changement des normes sociales, parfois nous sommes trop concentrés sur les résultats. Et parfois nous oublions le besoin de travailler sur les normes sociales pour assurer les droits des jeunes. Alors je pense qu'il est très important de toujours garder ça à l'esprit. C'est une excellente remarque. Il y a aussi des normes qui s'appliquent non seulement au genre auquel on pense le plus souvent, mais aussi aux influenceurs, aux jeux de pouvoir, d'autorité entre les adultes et les jeunes. Qui a le pouvoir de prendre des décisions? Il y a une intersection entre normes et droits. Il faut donc voir comment l'on peut travailler sur les normes qui permettront aux jeunes de se faire entendre au niveau du processus décisionnel. En particulier les groupes les plus jeunes. Vous avez les 10 ans, 11 ans, heu, pouvoir, autonomie de l'enfant, c'est à équilibrer et bien souvent, on a tendance à trop, penser que les normes se concentrent sur le genre, mais en fait, il y a bien d'autres normes qui sont liées à la classe sociale, qui sont liées à tout un tas de choses et qui sont très, très importantes. Bien souvent, ce que j'ai vu, c'est que les jeunes, à bien des endroits, sont encore coincés dans ce modèle qui dit que les enfants peuvent être vus, mais il ne faut pas les entendre. Et ils doivent pouvoir faire part de leurs avis, de leurs points de vue. Et quelquefois, quand ils s'expriment, on a tendance à essayer de les faire taire parce qu'ils veulent faire part d'une perspective qui ne correspond pas aux normes sociales que nous pensons qu'en tant que société, nous devrions promouvoir. Reinatou, vous voulez dire quelque chose sur ce qu'a dit Réa ou sur les résultats du sondage? Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Réa et sur l'importance qu'il y a à ouvrir le débat, à commencer la discussion avec les jeunes. En, en particulier à l'âge critique de 10 ans à 19 ans. C'est un âge critique, 10 à 19, parce que c'est là que les normes sont formées, forgées, modelées, et trop de questions restent sans réponse parce que cela exigerait que l'on aborde des sujets trop profonds ou trop compliqués ou euh, peut-être avec lesquels on n'est pas très à l'aise. Donc, les jeunes ont besoin de pouvoir s'exprimer pour déterminer qui ils sont. Donc pour moi, au niveau de la mise en œuvre, ce qui est important, c'est de travailler de l'intérieur pour que nous puissions non seulement nous communiquer ce que nous voulons communiquer, mais écouter les jeunes, entendre ce qu'ils ont à dire. Pour moi, c'est essentiel, c'est fondamental lorsque l'on parle des normes et de leur évolution. Merci. Je suis parfaitement d'accord, bien sûr. Quelquefois, nous n'offrons pas suffisamment aux jeunes la possibilité de s'exprimer. Et quelquefois, ils n'ont tout simplement pas le vocabulaire, les mots pour définir leurs sentiments, leurs sensations, leurs opinions. euh, et où alors on peut observer leur comportement pour essayer de commencer. Je voulais revenir sur une question très, très, très importante qui apparaît dans la fenêtre de conversation. On se concentrer sur les adolescents a pour objet que l'impact continue sur leur comportement en tant qu'adultes. Nous travaillons avec les adolescents depuis un certain nombre d'années, depuis la CIPD de 94. Donc il y a une implication, mais la question de nos participants est de savoir si des études ou des éléments probants indiquent la manière dont l'investissement dans l'impact sur les adolescents, dans les investissements et les études sur les adolescents ont un impact sur leur développement en tant qu'adultes. Est-ce qu'ils se comportent différemment en tant qu'adultes par rapport à ceux qui n'ont pas été exposés à ce genre d'intervention? C'est difficile, bien sûr, parce qu'on ne fait pas beaucoup de travail au niveau longitudinal, mais tout ce que vous avez pu voir au niveau de votre expérience directe serait une observation importante. Rebecca, je vais commencer par vous, puisque vous êtes la plus senior de nos chercheurs. Avec plaisir. C'est une recherche très difficile à faire au plan longitudinal, c'est vrai. Je crois que
il y en a eu une ou deux qui ont été faites, mais c'est très difficile. Et des études sont en cours à l'heure actuelle. Il y a l'université de Johns Hopkins qui travaille sur une étude en particulier qui assure le suivi de cohortes sur une période de 5 ans. Le défi au niveau de cette étude, c'est qu'il y a des différents éléments qui ont dû être ajoutés, la question contextuelle, la question de site. Nous avons des interventions relativement légères au niveau de Save the Children, en travaillant avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, pour travailler avec les jeunes, leurs parents, et essayer de mesurer l'impact de ces interventions sur une période de 5 ans. Donc, on va avoir des informations, mais le plus grand défi, c'est que 5 ans, c'est bien long. Une intervention de 9 mois peut donner lieu à 4-5 discussions sur la contraception, par exemple, ou autre, mais on peut revenir 5 ans après sur la même question pour voir comment les choses ont évolué. C'est la situation qui se passe aussi, la différence entre la situation des jeunes scolarisés, ceux qui ne sont pas scolarisés, et nous pouvons essayer de voir comment tous ces facteurs les influencent sur une période de 5 ans. Grand nombre de résultats de la recherche vont être publiés très prochainement, ce qui va, je pense, être très intéressant pour nous tous. Rainatou, des observations sur la manière dont ces interventions semblent avoir un impact sur les jeunes gens qui deviennent des adultes? Eh bien, au début de la conversation, Ria a mentionné le fait que les normes ne sont pas faciles à mesurer. Il faut beaucoup de temps pour que ces normes soient mesurées. Rebecca a parlé de mon projet. Nous prévoyons une évaluation pour essayer de jauger le résultat de certaines des approches, leur impact, les changements qu'elles ont apportés. Lorsque nous allons procéder à cette évaluation, lorsque les résultats seront disponibles, nous les diffuserons à grande échelle afin que les gens y aient accès le plus rapidement possible pour mesurer les résultats et les impacts de ces approches. Merci. Ria, vous avez quelques idées également? Oui. Je ne connais pas vraiment d'études longitudinales spécifiques fondées sur les éléments probants dans un pays, mais notre expérience à nous, avec nos réunions avec les jeunes, concerne par exemple lorsque l'on parle de la sexualité. Les jeunes, nous le savons, quand ils ont ces informations, eh bien cela a un impact très réel sur leur vie en tant que jeune adulte, qu'adulte. C'est le genre de changement qu'il faut. Il faut se pencher, étudier et discuter la question des normes relatives à la sexualité et au rôle des deux sexes. J'aimerais parler de l'étude en Jamaïque dont a parlé Rebecca. Nous avons eu des fonds récemment qui nous ont permis de revenir sur des travaux qui avaient été effectués dans les écoles avec des enfants de 10, 11, 12 ans. On a essayé de voir, de parler des changements sexuels, de l'évolution sexuelle, voir comment les relations avec les parents évaluaient. C'était un échantillon très, très modeste, certes, mais les tendances étaient nettes, indiquant que ces jeunes qui avaient bénéficié de ces discussions, de cette formation, s'épanouissaient d'une manière plus ouverte. Par exemple, en reportant les mariages précoces ou les premières grossesses. Ce que nous avons trouvé de très intéressant, c'est qu'à cause des médias sociaux, des téléphones mobiles, il est beaucoup plus facile de retourner dans les communautés et de retrouver les gens. Donc, il est possible beaucoup plus aujourd'hui de faire ces analyses rétrospectives. Si l'on peut encourager les bailleurs de fonds à financer ce genre d'études rétrospectives pour mesurer l'impact de ce que nous avons fait, pour voir quel est l'impact un peu plus tard, je crois que c'est extrêmement positif. Et Laura dit qu'une étude a été effectuée, une étude longitudinale a été effectuée avec des adolescents par le groupe Young Lives. Nous vous encourageons tous, dit-on dans à continuer à poser vos questions. N'hésitez pas, j'ai vu une question concernant les
politique, les lois, la législation, bien souvent, les efforts de plaidoyer se concentrent sur la législation, les politiques, pour s'assurer que les lois nécessaires, les politiques nécessaires sont là pour permettre la modification des normes nocives. Euh, dans certains cas, les changements de législation, de politique ont été mis en place. Elles portent leurs fruits plusieurs années plus tard. Dans d'autres cas, elles ont été éliminées. Avec les pandémies, les gens sont inquiets, ne savent pas s'ils vont pouvoir protéger leurs enfants, leurs filles en particulier. Que voyez-vous en termes d'influence des lois, des législations, des politiques? Est-ce que cela a aidé ou pas à changer les normes sociales? Rainatu? Un travail que nous faisons euh, porte sur plusieurs États et certaines de nos interventions ont pour objet d'essayer de travailler avec les décideurs pour nous assurer que les, les communications sont faites au niveau domestique parce que cela va permettre de traiter de questions telles que le mariage précoce, la violence familiale, etc. Donc le dialogue avec les décideurs politiques est très important et cela les encourage à passer les législations, les politiques dont on a besoin. Réa, l'exemple que vous avez donné est très important. J'aimerais revenir dessus. À l'heure actuelle, un débat a lieu sur le relèvement de l'âge du mariage des jeunes femmes en Inde de 18 à 21 ans. Donc même lorsque des politiques comme ça sont discutées, sont évoquées, il faut nous assurer il faut veiller au fait que cela risque d'entrer en conflit ou en contradiction avec d'autres lois en place. L'âge de consentement dans le pays est à 18 ans. Donc, le la contradiction est que est-ce que l'on devrait relever les deux niveaux d'âge ou bien est-ce que l'on va avoir un âge de consentement à 18, un âge de mariage à 21? Est-ce que d'un seul coup on peut autoriser l'âge de consentement d'avoir des relations sexuelles est placé à 18 ans, mais si le mariage est à 21 ans, cela veut dire que des jeunes non mariés vont avoir des relations sexuelles. Et donc c'est là qu'il faut voir les contradictions éventuelles pour le processus décisionnel en termes de santé de la reproduction. Donc, il faut sans arrêt être conscient de ces contradictions éventuelles, en particulier dans le contexte indien. Par ailleurs, mon organisation travaille avec des jeunes gens et nous essayons toujours de les encourager et de leur faire comprendre l'importance de leur implication dans le processus politique. C'est une approche qui a fort bien fonctionné pour nous. Dès que les jeunes s'approchent de la table avec les décideurs politiques et parlent entre eux, on voit que le résultat est très positif. Lorsque les jeunes sont là pour exprimer leurs besoins, pour exprimer leur point de vue, cela a vraiment bien fonctionné. Oui, s'assurer qu'il y a l'engagement des jeunes est très, très important et que les adultes sont réceptifs. Rebecca, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette implication et la manière dont les politiques peuvent modifier les normes sociales? Vous savez, s'il y a des lois qui impliquent un changement de normes, cela ne va pas forcément aller très vite. C'est difficile. Je me souviens d'un jeune homme qui m'a dit un jour, on n'a plus le droit de battre les femmes parce que maintenant il y a des lois contre et qu'il y a eu beaucoup eu de changements comme ça et ça les interpelle. Ces jeunes gens voient donc qu'un changement de politique, un changement législatif a un impact sur les comportements. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre programme. C'est un programme d'une heure. Je vais donner aux membres de notre panel d'exprimer leurs remarques de conclusion. Mais j'aimerais poser une dernière question qui me semble particulièrement intéressante. Un facteur clé pour le changement des normes
C'est le groupe de référence. Est-ce que les approches longitudinales saisissent ces changements étant donné la mobilité des jeunes? C'est vrai que les jeunes se déplacent beaucoup pour des raisons d'éducation, d'emploi, donc les groupes de référence changent et donc l'influence du groupe de référence ensuite. Rebecca, je ne pense pas que ceci soit vraiment bien capturé par les études parce que notre concentration est avant tout sur les adolescents. Donc, nous avons saisi un élément, peut-être d'une dimension de cet élément, mais pas tous. Il y a aussi des différences entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles. Quelles sont les normes que l'on doit leur appliquer? C'est quelque chose d'important. Les changements peuvent être le résultat d'interventions de dirigeants religieux vers les partenaires, les parents. Donc c'est un élément très, très important qui mérite d'être étudié de beaucoup plus près. Raina, une observation sur la manière dont les groupes de référence changent pour les jeunes et la manière dont nous avons besoin d'en tenir compte? En travaillant avec les organisations et en faisant l'exploration, nous avons identifié quelques groupes de référence. Et peut-être, il y a ce changement entre, quand les jeunes sont à la maison et après ils sont dans un environnement élargi. Les groupes de référence changent, ça change tout le temps. Et après le mariage, par exemple, les groupes de référence changent vraiment. Pour les jeunes femmes, ce n'est plus les parents, mais c'est plutôt l'époux, par exemple. Alors nous avons, dans 2 3 ans, beaucoup de changements et cela influence, la prise des décisions, et la vie en général. Alors nous avons vu qu'il y a ces changements. J'aimerais aussi ajouter quelque chose par rapport à la politique. Dans le contexte au Nigeria, il faut être sûr que les politiques, sont appliquées, dans certains États où nous travaillons. Alors nous essayons, d'assurer que la politique existe, mais nous regardons aussi l'influence sur les normes sociales. Après, nous essayons d'examiner, comment, la politique a influencé les normes sociales. Alors il est important d'avoir la politique nécessaire. Il faut reconnaître l'influence des politiques sur le contexte social. Ria, vous avez quelque chose? Pour les groupes de référence, si vous parlez des normes sociales, il y a des impacts sur, plusieurs groupes de personnes. Alors il y a bien sûr plusieurs groupes de référence. Et je pourrais continuer, on peut faire toute une liste parce qu'il y en a beaucoup, mais cela influence chaque individu en fait. Oui, je pense que c'est une question, très importante. Bien sûr, il y a une certaine complexité avec ces groupes de référence. Nous parlons du fait qu'en arrivant à l'adolescence, le groupe de pairs change. Cela devient un groupe de référence. Et peut-être, on parle toujours des parents, mais peut-être les pères représentent un groupe, de référence, qui influence beaucoup l'individu. Mais il ne faut pas ignorer la communauté, les époux, parce que ces groupes ont beaucoup d'influence sur les jeunes. Ce n'est pas une question d'un groupe ou l'autre, mais les 2 ensemble. Rebecca? Ouais, j'aimerais dire que oui, chaque personne a plusieurs groupes de référence. Il y a une certaine concurrence entre ces groupes de référence. Alors, il faut toujours identifier quels sont les groupes de référence plus importants pour un individu. Je pense que c'est une observation intéressante qui vient de notre travail. Il nous reste 6 minutes, alors je vais laisser la parole ouverte pour nos intervenants. Si vous avez quelque chose à partager. J'aimerais dire aussi que dans la colonne chat, nous avons mis beaucoup de ressources intéressantes. Il y a des études, par exemple, qui travaillent avec les adolescents dans plusieurs pays. Et aussi, j'aimerais souligner le travail du projet Passages et en Ouganda
avec le travail de Rebecca, avec le projet REACH, le travail que nous avons fait. Ria, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je ne l'ai pas mis encore, mais nous allons mettre des ressources de la Fondation YP aussi. Alors, si vous avez des dernières observations, par exemple, Ria? Quand nous travaillons sur ce sujet, il y a des personnes qui comprennent plus facilement les normes sociales. Pour certaines personnes, c'est plus facile de travailler, mais pour d'autres, ça peut être plus difficile. Et voilà un moment où c'est plus important de comprendre l'influence des normes sociales sur tous les aspects de la vie. Il faut vraiment mettre tout le monde au même niveau pour s'attaquer à ces normes sociales. Irina, à mon avis, il est très important de bien explorer et d'avoir une bonne fondation. Et il faut toujours essayer de comprendre l'influence des normes sociales et comment les normes sociales peuvent influencer les résultats de votre intervention. C'est très facile de faire les évaluations normales et d'ignorer l'influence des normes sociales. Mais je pense qu'il est très important de toujours examiner l'influence de ces normes sociales et d'essayer de concevoir des programmes qui peuvent nous aider à changer ces normes sociales. Il faut bien sûr soutenir et reconnaître les normes positives, mais changer les normes négatives. Oui, tout à fait. Mais ce sont des questions, très complexes, le mariage précoce, la grossesse, ce sont des questions importantes et c'est beaucoup plus que simplement fournir des services. Rebecca? Nous avons tous passé des décennies, enfin Kate et moi, nous avons, passé des décennies, en travaillant avec des individus. Nous avons essayé de renforcer les capacités des individus, mais pour moi, le travail avec les normes sociales est un travail qui essaie d'alléger le travail qu'ils ont à faire. Les groupes de référence, les communautés et les leaders religieux devraient faciliter les meilleurs choix et les meilleures options pour les individus. Et après, on devrait avoir le droit de dire et de choisir pour soi-même. Et en travaillant avec ces groupes de référence, nous pouvons améliorer la santé des adolescents. Oui, c'est un très bon résumé. Et j'aimerais remercier tous nos intervenants ce matin, Ria, Rainatou et Rebecca. S- Tous les prénoms commencent avec R, c'est très bien. Oui, c'est très très tôt pour Rebecca. Elle est à San Diego en Californie. Il est 4 heures du matin pour elle. Je sais que Ria et Rainatou, il est très tard, il est plus tard pour vous. Mais je vous remercie vraiment d'être ici, pour participer à cette conversation avec nos participants. Veuillez venir, pour, notre prochaine session. Nous avons changé la date de cette session, en fait, à cause de la Journée internationale de la jeunesse, mais nous allons avoir la prochaine session au mercredi prochain à la même heure. Il y aura des représentants de l'OMS qui vont venir pour parler des leçons que nous avons tirées au fil des années. Voilà les choses qui ne travaillent pas, les choses qui ne marchent pas et quelles sont les améliorations pour nos programmes et pour
nos résultats. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Nous attendons avec intérêt la prochaine session d'ici une semaine. Alors Sarah, Brittany, vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que c'est bien. Merci à vous tous. Nous avons noté les autres questions et si nous n'avons pas répondu à toutes les questions, nous allons essayer de répondre par mail ou avec un article. Merci beaucoup. Au revoir.